Alors, besoin, volonté politique, alignement au niveau du domaine. Finalement, j'ai envie de poser la question, c'est quoi l'innovation quand on regarde tous ces aspects? Belle question. L'innovation, deux choses. Il y a deux types d'innovation. Il y a ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Ça veut dire que vous créez quelque chose qui n'a jamais existé sur la Terre. C'est extrêmement rare d'avoir ce genre d'innovation. C'est extrêmement rare. Et c'est le genre d'innovation qui, pour mon avis, ne sont pas adaptés à l'Afrique et à un pays comme le Burkina Faso. On n'a pas besoin de ça. Il y a ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, qui consiste à améliorer ou à adapter quelque chose qui existe. On ne cherche pas à réinventer la roue. On prend la même roue là et on l'adapte à notre réalité, à notre contexte. Pour moi, c'est de ce type d'innovation dont on a besoin. Et c'est de ça que le président a parlé. Les choses existent déjà. Mais faisons-le chez nous-mêmes. Si un Burkinabé arrive à produire quelque chose qui n'existait pas au Burkina, il a innové. Il a innové de manière contextuelle. Il n'a pas innové en inventant une rupture. Mais il a innové parce qu'il a été capable au Burkina Faso de produire quelque chose qu'on ne produisait pas avant. De prendre nos ressources locales et de les adapter pour réaliser quelque chose qui se fait ailleurs. Et on ne sera pas les premiers à le faire. Dans le monde, tous ceux qui se sont développés n'ont pas commencé par des innovations de rupture. Ils ont commencé par des innovations incrémentales. Ils ont pris ce qui existait, ils les ont adaptés à leur contexte. Comment réaliser cette innovation incrémentale? Alors, je vais donner le principe du karaté. Au karaté, il y a un principe qui s'appelle le shukari. En réalité, la vraie innovation commence par le fait de copier. Si tu n'es pas prêt à copier, tu ne peux pas innover. Ça commence par le fait de copier. Et c'est un principe d'apprentissage. En karaté, on dit, quand l'élève doit être formé par le maître, l'élève commence par l'étape du shu. À l'étape du shu, il ne fait que suivre ce que son maître fait et il fait l'exercice en même temps que le maître. Il copie le maître. Le maître exécute le mouvement, il exécute le mouvement avec son maître. Il le copie, il regarde, il fait exactement la même chose. Quand il sait copier le maître, il passe à l'étape du ka. À l'étape du ka, le maître ne fait plus le mouvement, le maître le regarde faire. Mais il doit continuer à exécuter exactement les mouvements du maître, mais sans la présence du maître, parce qu'il commence à avoir une certaine liberté d'action. Mais il reste toujours conforme au principe que le maître lui enseignait. Quand il a cette maîtrise, il rentre dans le ri. Le ri, c'est son espace de liberté. C'est-à-dire qu'il est devenu maître lui-même et il a la possibilité maintenant de créer, de faire d'autres choses que le maître ne faisait pas, de faire évoluer le domaine. Innover, c'est copier d'abord. Tu n'as jamais copié quelque chose, tu veux l'inventer, tu vas faire ça comment? Et les exemples existent. Le Japon avant la Chine. Si vous demandez à nos parents, là, à l'époque, quand on dit qu'un produit est zampon, ça veut dire qu'il n'est pas bon. C'était un produit de mauvaise qualité. Parce que les Japonais ont commencé à apprendre à copier d'abord ce que faisaient les Occidentaux. Et à force de copier, ils sont devenus des experts en technologie. C'est le Japon qui a formalisé la question de qualité. Mais avant, ils copiaient, ce n'était pas de la qualité. Après eux, on a la Chine. Il y a quelques années, quand on dit c'est chinois, c'est que c'est pas bon. Parlant des téléphones portables, par exemple. Dans tout. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ça? Mais il a fallu d'abord qu'ils copient. Nous devons copier. Toutes les technologies, tout ce que nous achetons ailleurs, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des années, les Chinois? Ils commandent des équipements. Ils disent, non, il faut que les ingénieurs participent à la production. Et les ingénieurs regardent comment on fait. Ils envoient les ingénieurs dans les industries européennes. Ils ont fait en sorte que les Européens délocalisent les entreprises chez eux pour faire du transfert d'expertise. Et ils copiaient. On dit que c'est des faux. Mais aujourd'hui, là, les marques chinoises sont vraies. Dans l'automobile, là, qui se pose des questions pour acheter aujourd'hui une marque chinoise? Qui se pose des questions pour acheter un appareil chinois? Non. Mais il a fallu d'abord copier. Il faut copier. Ça commence là. Et il y a tellement de choses qu'on peut copier. Donc voilà ce que je pouvais dire. Finalement, j'ai envie de poser l'autre question, mais quelle est la place de la recherche? Parce que quand on parlait d'innovation technologique avec le chef de l'État, il était aussi question de la recherche. Quelle est sa place? Mais pour copier, là, il faut faire de la recherche. Tu crois que l'autre va te dire comment il a produit? Il ne va jamais te dire. Ce qu'il vulgarise là, c'est ce qui est évident. Mais les vraies clés qui lui permettent finalement d'arriver au résultat, il ne te donnent pas. Il faut que tu fasses de la recherche. Dans les grandes multinationales, là, ils font de l'espionnage, non? Chacun veut découvrir la clé que l'autre refuse de communiquer. C'est la même chose. Il paye un équipement, il le démonte, il le dissèque pour aller voir qu'est-ce que le gars nous a pas dit. Ils apprennent à le remonter, à le reconstruire eux-mêmes. Non, c'est la seule solution. Copier ne veut pas dire dormir. Hein. Tu prends juste... Non, il va falloir faire de la recherche pour copier. Maintenant, fais une recherche
qui consiste à aller inventer quelque chose qui n'existe pas, je vous assure que c'est une perte de temps. Mais fais une recherche pour comment copier. Je t'assure que notre industrie va se développer. Parce qu'il y a trop de choses. On peut fabriquer des moteurs localement. Le vélo là, attends, l'alliage pour faire un vélo, le problème qu'on aura c'est quoi? C'est comment on produit le fer nous-mêmes. On a la matière première. Mais le fer là, après quand il va en industrie, là, on y ajoute des produits chimiques. On lui donne une certaine souplesse, une certaine rigidité. Comment toi tu vas trouver ça si tu ne fais pas de recherche? Tu connais les composantes, mais comment tu les agences justement pour que tu aies le fer le plus solide? Le plastique, tu peux recycler, ok. Mais quand tu vas prendre le plastique pour le recycler, il va falloir le retravailler. Il faut faire de la recherche. Voilà. Je veux à présent connaître le rôle de 4 entités qui sont essentielles pour moi. Quel devrait être le rôle de l'État? Quel devrait être le rôle du secteur privé? Quel devrait être aussi le rôle des universités et surtout aussi de la diaspora pour une promotion justement de l'innovation technologique dans notre pays? J'aime la question. Pour moi, c'est l'État qui donne l'orientation. Voici un domaine où moi, j'en appelle à nos autorités. J'ai toujours eu de la peine avec ça. On va vous dire compétition de projets, de start-up. Regardez les problématiques qu'on nous envoie. Ce sont des problématiques qui n'ont rien à voir avec nos besoins à nous. Et moi, je me suis toujours opposé à ça. On va vous dire non, on va faire de l'entrepreneuriat social. C'est quoi l'entrepreneuriat social? Nous, on a besoin d'avoir une économie qui existe. Qu'est-ce qu'on a à faire avec des problématiques d'environnement? Je ne dis pas que l'environnement, ce n'est pas important, mais ce n'est pas notre priorité. Nous, on veut produire. Donc, on nous met des espèces de règles à l'international qui nous limitent en fait dans nos capacités à nous émanciper. Donc, pour moi, il faut cadrer. Si aujourd'hui on dit toutes les compétitions qui sont lancées doivent porter par exemple sur la capacité des Burkinabés à produire des choses dont ils ont besoin dans le quotidien, l'effort de réflexion va être réorienté. Mais nous amener à aller réfléchir sur des problématiques européennes qui vont alimenter après leur base de données et autres, mais nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Mais absolument rien. Donc c'est là où la volonté politique intervient. Et j'ai dit, c'est là où je salue le courage du chef de l'État. Vous avez parlé du monde de l'entreprise, du secteur privé. Si vous créez une innovation qui ne correspond pas à des attentes du secteur privé, à quoi ça sert? Quand vous allez prendre dans les pays développés, mais il y a une dynamique entre l'université et le monde du travail. D'ailleurs, beaucoup d'universités sont possédées par des patrons d'entreprise, ils sont actionnaires. Ils ramènent les problématiques, il y a un mouvement permanent entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Ce qui fait que, justement, le rôle du marketing, là, on arrive à trouver l'équilibre entre les belles choses que les universités peuvent faire et les besoins concrets que les entreprises recherchent. Si les deux là ne se rencontrent pas, on va faire des jolies choses mais qui ne servent à rien. Parce qu'à la fin, l'innovation que vous faites là, ça doit finir où? Dans le monde de l'entreprise. C'est l'entreprise qui en a besoin. C'est la même chose pour la formation. Ailleurs, ils ont le dual, où les étudiants switchent entre l'entreprise et l'école. Mais ici, c'est difficile, parce que les entreprises ne sont pas associées, ou n'ont même pas la forme nécessaire pour pouvoir avoir la souplesse d'accueillir des stagiaires permanemment. Donc oui, il faut cette dynamique-là. La diaspora. La diaspora parce que elle est aux avant-gardes des changements. Elle voit des choses. Vous savez, la plupart des gens qui ont fait de grandes innovations, j'ai pas envie de citer, il y a une solution de transfert d'argent, la toute première solution de transfert d'argent au Burkina. Son histoire, qui m'est racontée par un aîné, c'est quelqu'un qui était à Abidjan, qui se cherchait, je ne peux pas la citer comme... et puis, un de ses amis qui est venu des États-Unis envoie un dépliant. Le gars, il regarde le dépliant, il dit, mais ça c'est quoi? Le gars dit, non, c'est une solution de transfert d'argent. Il dit, mais ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre dans sa chambre à coucher d'étudiants, il se débrouille pour avoir l'autorisation de commencer à faire ça dans sa chambre à coucher d'étudiants. Ça devient une multinationale plus tard. Mais il s'est agi juste de prendre quelque chose qui existait et de venir l'adapter au Burkina. Alors que la diaspora a ce regard-là. Maintenant, il faut qu'elle soit humble. Parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de Burkinabés de l'extérieur quand ils reviennent, qui posent des problématiques de leur intégration et tout. Un des gros problèmes quand on est de la diaspora, c'est que quand on vient, on se plaint seulement. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Au lieu de chercher à s'adapter, on veut retrouver l'Europe ici. On n'est pas en Europe, on est en Afrique. Il faut qu'on s'adapte à nos réalités. Il faut se mouler. Il ne faut pas croire que ceux qui sont ici sont moins que toi. C'est totalement faux. Tu as des paramètres qu'ils n'ont pas, ils ont des paramètres que tu n'as pas. Il faut avoir l'humilité de créer ce mixage-là entre ce que tu as découvert, ce que tu as appris et ce qui existe chez toi. Il ne faut pas penser que tout ce qui vient de là-bas est mieux que ce qui existe ici. Sinon, tu ne pourras pas adapter. À vous écouter, on dirait que tout est complémentaire dans les quatre entités. Absolument, les quatre sont nécessaires pour pouvoir booster l'économie. La jeunesse est le fer de lance en ce moment pour la réussite. Quel est votre mot à leur endroit? Mais la jeunesse, moi, c'est ma plus grande douleur quand je vois des jeunes. Parce que la jeunesse, c'est l'énergie.
Si on prend le cycle de vie de l'homme encore, j'insiste, on a l'enfance, qui est un moment d'extrême énergie, mais malheureusement qu'on ne peut pas canaliser. Mais quand on arrive à l'adolescence, on doit commencer à orienter cette énergie-là. Malheureusement, nous, notre jeunesse, donc de l'adolescence jusqu'à 30 ans, où l'énergie est forte, elle ne fait rien. Elle utilise cette énergie pour des choses peu utiles, s'amuser. Un jeune peut faire 3 jours sans dormir, je l'ai fait. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, il fait la fête jusqu'au lundi, il peut aller au bureau, il est en forme. Parce qu'il a de l'énergie. Mais malheureusement, au lieu d'utiliser cette énergie-là pour produire, on l'utilise pour jouer. Et ça, c'est un drame. Il faut mettre notre jeunesse au travail. Et encore, je dis bien, moi j'aime la cohérence du chef de l'État et du gouvernement. Quand on prend nos jeunes après le bac et puis on les emmène à l'immersion patriotique, on leur envoie un message. Et imaginons qu'on avait commencé ça depuis la seconde ou même le primaire. Vous savez, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils sont prêts. Regardez dans nos villages, dans nos traditions. Un homme devient un homme autour de 16 ans. C'est pas à 30-40 ans. À 30-40 ans, si tu ne fais pas attention, il est grand-père. Mais c'est à 16 ans, on estime que tu dois commencer à contribuer au bien de ta communauté. Mais aujourd'hui, avec la modernisation en griffe, on le fait très tardivement. Donc nos jeunes sont de l'énergie qui dort alors que le pays en a besoin pour se développer. Et c'est les personnes qui ont après 30-40 ans qui sont productifs. C'est pas normal. C'est un dysfonctionnement. Abdul Karim Bandé, quel est votre dernier mot?